journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure du journal sur BCTV, mesdames, messieurs, bienvenue. Voici le sommaire. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux Émirats Arabes Unis a rencontré le prince Mohamed Ben Zayed et le vice-commandant suprême des forces armées avec qui il a abordé les questions bilatérales entre la RDC et les Émirats. À l'Assemblée nationale ce lundi, la question du processus électoral en RDC a été au menu des échanges entre le président de cette chambre du Parlement, Christophe Mbosso, et les ambassadeurs des pays africains en RDC. Le secrétaire général académique de l'IEC, le professeur Nguindou Kalala, a démontré plusieurs points qui ne facilitent pas la bonne mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois de plus, bienvenue. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis samedi 9 octobre 2021 aux Émirats Arabes Unis pour une rencontre bilatérale avec Mohamed Ben Zayed et le vice-commandant suprême des forces armées. Au menu de leurs échanges, la coopération bilatérale avec en toile de fond les investissements stratégiques. Images et commentaires. La journée des travaux du président de la République s'est poursuivie ce dimanche avec une série d'audiences accordées à des personnalités locales regroupées au sein des Moubadala, un fonds souverain des Émirats Arabes Unis. Ce fonds est intéressé par le secteur d'énergie, particulièrement de l'énergie renouvelable. C'était à Émirat Palace Hotel d'Abu Dhabi. Et nous avons été très ravis aujourd'hui d'être reçus par Son Excellence le Président de la République démocratique du Congo, un grand pays qui est en visite ici chez nous aux Émirats Arabes Unis. Franchement, nous avons été tellement flattés et nous nous sommes échangés dans beaucoup de points dans le cadre de la coopération gagnant-gagnant entre les deux États, mais nous avons plus martelé dans le projet de l'énergie renouvelable qui sera notre premier projet qui sera exécuté en République démocratique du Congo. Nous avons de grands investissements dans le monde pour l'énergie renouvelable et ce projet que nous voulons amener en République démocratique du Congo. Pour le moment, nous sommes en train de finaliser nos études pour ce genre de projets et dans un avenir plus proche, on va passer à la phase d'exécution pour les investissements dans le cadre de l'énergie renouvelable en République démocratique du Congo. Le directeur général du Grand Port d'Abu Dhabi, Mohamed Juma Al-Chamissi, était également de la partie. Chérubin Okende, vice-premier ministre des Transports, dont c'est le secteur retrace ici la quintessence des échanges avec le président de la République. Le secteur des transports, voies de communication et de désenclavement est le secteur vital, le secteur moteur du développement du pays. Si nous n'investissons pas dans les transports, moyens de communication, ça serait illusoire de penser que nous pourrons un jour prétendre développer notre pays. Donc c'est un secteur très vital et aujourd'hui, avec la ligne de conduite tracée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, concernant les partenariats publics-privés, nous avons donc intérêt à faire voir toutes les opportunités qu'offre notre pays afin que ces partenaires viennent chez nous investir. Et dans cet investissement, nous allons également, nous attendons booster la création d'emplois et la relance effective de notre économie. Nul n'ignore que les Émirats Arabes Unis sont très reconnus mondialement, forts dans le secteur des hydrocarbures. La fédération tire chaque année de ses ressources en pétrole et en gaz 14,15 milliards de dollars. Didier Boudjimbou, ministre des hydrocarbures, parle ici du rapprochement de ce ministère avec les Émirats. Il y a des contacts avec les Émirats arabes. Donc, par rapport à tout ce qu'il y a comme opportunité dans mon secteur, les hydrocarbures, nous connaissons tous l'expérience qu'ils ont.
Donc c'est dans ce sens-là. Et il y a plusieurs autres ministres, mais chacun dans son secteur. On accompagne le chef de l'État. Il y aura peut-être des protocoles d'accord qui sont signés. C'est dans ce sens-là. Madame Antoinette Samba Kalambayi, ministre des Mines, qui a séjourné à Dubaï pour un forum sur les mines, salue les efforts du chef de l'État pour l'investissement au Congo démocratique. Bon, moi j'étais déjà là la semaine passée sur invitation du ministre de l'Énergie qui a les infrastructures et les mines dans ses attributions. Nous avons aussi été reçus par le ministre de la Justice qui s'occupe des investissements ici en Émirats Arabes Unis. Il a été question de leur projet d'investissement dans le domaine minier. Ils sont intéressés par la bauxite et puis par l'or. Voilà les deux projets que nous sommes déjà porteurs avec Abu Dhabi. Tous ces contacts aux Émirats Arabes Unis s'inscrivent dans le cadre de la création d'un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Tout à fait autre chose à présent, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, qui était accompagné de tous les membres de son bureau, a reçu une douzaine d'ambassadeurs des pays africains ce lundi 11 octobre en son cabinet de travail au Palais du Peuple. Au sortir de ces entretiens avec les speakers de la Chambre basse du Parlement, Rachid Agassim, ambassadeur du Maroc en RDC, a, au nom du doyen des ambassadeurs africains, déclaré ce qui suit. On l'écoute. Merci. Je confirme que nous sommes les ambassadeurs des pays africains accrédités à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est un honneur d'être reçu par honorable président de l'Assemblée nationale. C'est dans le cadre des consultations régulières avec le groupe africain et c'est un signe de confiance. Monsieur le Président nous a conviés aujourd'hui, c'est pour faire une présentation sur l'évolution du processus électoral. C'est un processus électoral qui n'est pas facile, comme dans tous les pays du monde, à la veille des échéances des élections 2023. Et la présentation, elle était vraiment sincère. Il a étalé toutes les étapes et les discussions avec les différents partenaires. Comme j'ai dit, c'est un exercice très utile et c'est très démocratique, avec nos souhaits que les prochaines échéances soient une continuation du résultat dont nous sommes fiers des dernières échéances. Comme je l'ai dit à maintes reprises, l'évolution démocratique en RDC et surtout les dernières élections sont un cas d'école pour tout le continent. Et nous souhaitons vivement que ce processus continue lors des échéances. De retour à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okitu, a regagné son pays depuis le 9 octobre après avoir participé à la 72e session du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR à Genève en Suisse. C'était du 4 au 7 octobre de l'année en cours. Christelle Genda a signé ce reportage. Pourtant, la voix de la RDC, son pays, au Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés dans le cadre de sa 72e session tenue à Genève, RN Suisse, le VPM de l'Intérieur, Daniel Asselo Okitu, avait apporté sa contribution sur la situation des réfugiés dans la sous-région des Grands Lacs. Cette contribution a été d'une portée très importante. On sait que le haut-commissaire des Nations Unies revenir sur nos propos régulièrement s'agissant de l'importance de redynamiser les tripartites engagés par les pays de la sous-région par rapport à la nécessité de se remettre sur nos tables respectives de manière à ce que effectivement la question de la gestion des réfugiés dans la sous-région des Grands Lacs très particulièrement qui nous concerne soit à l'ordre du jour pour que nos frères et sœurs, nos compatriotes respectifs qui se retrouvent dans différents pays puissent
revenir et ceux qui habitent notre territoire puissent également trouver l'occasion d'aller chez eux. Pour ce qui est de la situation des réfugiés congolais se trouvant dans le pays voisin, les patrons de la territoriale a fait savoir que la paix règne en RDC et que le pays était prêt à accueillir ces réfugiés. La paix règne chez nos frères et sœurs et il est appelé à ce qu'ils reçoivent les leurs et que nous, même dans l'état où nous avons encore de petits problèmes d'insécurité, nous apprêtons à pouvoir recevoir les nôtres. Voilà, et donc c'était un appel qui a pu d'ailleurs toucher. Il faut noter enfin qu'outre la participation officielle à cette 72e session du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Maître Aselo Okito a échangé également avec la délégation congolaise de Brazzaville et celle du Centrafrique sur le même sujet avant de regagner Kinshasa le week-end dernier. Vous l'avez suivi au sommaire, mesdames, messieurs, enseignants non payés, manque d'infrastructures et de moyens, la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques, mesure phare du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, souffre de plusieurs maux. Les secrétaires général académiques de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa IEC, le professeur Ngindou Kalala, donne des propositions sur la difficulté dans la bonne mise en œuvre de cette gratuité. On l'écoute. Toutes les écoles conventionnelles, catholiques, protestantes, musulmanes, gimbanguistes, donc des confessions religieuses, qui sont conventionnées, sont les écoles de l'État. Ils sont donnés en gestion. L'État leur donne les écoles en gestion. Et l'État peut toujours les récupérer. Vous comprenez? Donc c'est à séparer avec les écoles purement privées. La qualité de l'enseignement partout ailleurs a diminué pour plusieurs circonstances, pour plusieurs facteurs. Puisque les mêmes élèves là, quand ils viennent ici chez nous à l'université, ils vous parlent bien français, mais ils ne savent pas écrire le français. Ils ne savent pas écrire le français. Mais parler, tu vas entendre, celui-ci c'est un gars qui vient de la France, il vous parle très bien français. Mais fait une dictée. C'est catastrophique. Construire les camps des enseignants, tout proche de leurs écoles. Améliorer les salaires de l'enseignant, puisque l'enseignant c'est la pièce maîtresse du développement d'un pays. En Corée du Sud, c'est l'enseignant qui gagne beaucoup plus que les ministres. En Allemagne, les professeurs universitaires gagnent beaucoup plus que les ministres. En Europe, d'une manière générale, les professeurs n'ont pas besoin de devenir ministres. Les professeurs sont un consultant du gouvernement. Il n'y a pas une école où l'on étudie à 100% gratuitement. Ça n'existe nulle part au monde. Mais ce qu'il faut faire, c'est améliorer les conditions de travail des enseignants. Préparer d'abord les camps des enseignants tout proches de leurs écoles. Permettre à un enseignant d'acheter au moins un vélo. Convenablement n'existe pas, mais si on peut arriver au moins à payer l'enseignant $300, ainsi 100 000 francs, 700 000 francs, ce pays en a des moyens pour le faire. En société, l'ONG Fonds de soutien aux victimes des injustices sociales, FOSVI en sigle, a lancé depuis samedi les travaux agricoles ou champêtres dans la commune de Maluku pour aider les vulnérables. C'est un reportage d'Espérance Louvounou et Abel Kassong. Nous sommes dans la commune de Maluku où l'ONG, le Fonds pour soutenir aux victimes des injustices sociales, FOSVI en sigle, a lancé le travaux agricoles charpente au plateau de Bateke samedi 9 octobre 2021. Il était question de montrer à ce membre le nombre d'hectares, le limite, et c'est que cette ONG va devoir s'aimer dans le prochain jour. Maître Ilunga, secrétaire général de cette structure, a donné quelques explications. FOSVI ONGD vient ce jour faire une visite dans ces sites, dans ces concessions agro-pastorales, où nous avons 10 hectares. Et dans les 10 hectares, nous avons ciblé certaines cultures, les cultures qui vont directement avec la nourriture de base, le repas de base de tous les Congolais, particulièrement des Quinois, dont nous allons mettre en terre le maïs,
Nous allons mettre en terre le manioc, qui avec ses corollaires, les feuilles de manioc et le pondou, tout ce que vous connaissez. Nous allons encore mettre la culture des soja, qu'on appelle soya, le soja. Nous allons mettre les niébé, communément appelés les nkoundé. Et nous mettrons encore l'arachide pour que notre population puisse se sentir que dans sa propre terre, il peut aussi produire, se nourrir et subvenir à ses besoins qui sont les plus élémentaires. Tous nous aurons la houe à la main, les machettes, et c'est comme ça qu'on va travailler les 10 hectares. C'est pour cela que nous demanderons encore à tous les partenaires, le gouvernement congolais, même aussi ceux qui sont au niveau international, pour en fait nous permettre que les 10 hectares que nous avons, que nous puissions encore en ajouter autant pour que l'autosuffisance alimentaire puisse être résolue dans notre population. De sa part, le coordonnateur national, Maître Edmond Mouepou, a donné le rôle que joueront quelques portions de terre pour soulager les personnes démunies et misérables. Nous ne pouvons pas aider les autres si nous ne sommes pas capables de produire par nous-mêmes. Ne dit-on pas « aide-toi, le ciel t'aidera ». La population congolaise doit continuer à faire confiance à Fosvi, ONGD, et nous contacter au besoin, de telle sorte que nous puissions travailler ensemble en vue de pouvoir mettre fin aux injustices sociales. Notez que les travaux vont débuter le samedi prochain de ce même mois et les récoltes seront destinées à la population quinoise. Car cette structure non seulement vise le social, mais s'intéresse aussi aux personnes vulnérables. Parlons santé à présent, 199 cas de choléra enregistrés dans la zone de santé de Kitutu en territoire de Mwenga. Nous sommes bien sûr dans la province du Sud Kivu et ce depuis samedi 9 octobre. Parmi ces cas, 13 décès sont également enregistrés dans cette même province. Ce reportage est de Sofia Saurati. Près de 200 cas de choléra, dont 13 décès, ont été enregistrés au Sud Kivu, dans la zone de santé de Kitutu, en territoire de Mwenga, depuis le mois de juillet dernier. D'après le ministre provincial de la Santé, Robert Massiné, dans un point de presse tenu le samedi 9 octobre 2021, la pollution de l'eau est à la base de cette flambée des cas de choléra dans cette partie de la RDC. Il renseigne que plusieurs autres malades actifs sont actuellement suivis dans des structures sanitaires. Par ailleurs, le ministre provincial de la Santé précise que 25 points d'échloration d'eau ont été aménagés par le gouvernement provincial et ses partenaires à Mwenga pour lutter contre cette maladie dite des mains sales. Restons toujours dans le Sud Kivu pour vous dire que le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi a lancé dimanche dernier le travaux d'érection d'un pavillon de l'hôpital de Monvou dans les territoires d'Idjui dans cette même province. Images et commentaires. Théo Ngwabidje Kassi, gouverneur du Sud Kivu, a lancé dimanche 10 octobre 2021 le travaux de la construction d'un pavillon de prolongement de l'hôpital de Monvou dans les territoires d'Idjui par la pose de la première pierre. Cet édifice d'urgence va devoir renforcer l'hôpital de Monvou et sera constitué de 2 salles de consultation et tout le service de comptabilité de l'hôpital. Les travaux sont financés par le gouvernement provincial du Sud Kivu sous le leadership du gouverneur Théo Ngwabidje et exécutés par l'entreprise Maison de Baptise pour une durée de 4 mois. Prenant la parole, Théo Ngwabidje Kassi a sensibilisé la population d'Idjui pour collaborer avec les forces de l'ordre afin de lutter contre l'insécurité dans leur milieu et ceci pour contribuer dans le développement de leur territoire et ces actions s'inscrivent dans le cadre de doter sa province des infrastructures modernes de base. La construction de ce bâtiment est en conformité avec la devise du chef de l'État Félix Tshisekedi qui est le peuple d'abord. Notez que sur place à Monvou, Théo Ngwabidje a pris en charge le frais de malades, notamment de femmes et des enfants.
Parlons toujours de nos léopards. La nation congolaise a fait le deuil dimanche au 10 octobre après la défaite de nos fauves face au Barea. C'est une somme d'erreurs qui a conduit la sélection nationale congolaise à son échec. Sami Bosongo revient sur les détails de ce match. Gonflés depuis leur victoire face aux Congolais à la récente CAN en Égypte en 2019, les Malgaches ne supportent plus de perdre face aux Congolais. Les Congolais auraient dû s'en rendre compte après leur victoire de 2-0 au match aller en analysant les propos du coach malgache. Ils auraient dû aussi comprendre, surtout avec la défaite béninoise face à la Tanzanie, que les Malgaches pouvaient caresser le rêve d'une qualification et qu'avec ce mental, ils allaient présenter un visage autre que celui du match aller. Ayant cru le Barea facile à croquer et se complaisant dans la suffisance, les Léopards ont encaissé dès la 2e minute de la partie, oubliant qu'au match aller, une incursion matinale malgache à la défense congolaise avait contré à la faute les défenseurs Luindama, faute heureusement non sifflée grâce à la générosité de l'arbitre angolais. L'inefficacité offensive de la RDC qui ne marque plus au-delà des 2 buts depuis Christian Luindam, a préjudicié la RDC qui n'a pu remonter la pente. La sélection congolaise, cherchant encore ses lettres de noblesse, doit capitaliser ses ressources et bien gérer chaque match pour espérer une qualification et surtout renforcer les ailes. Même avec les joueurs locaux, non sans négliger quelques sourcils en milieu de terrain et en défense. Dans le championnat national, dans les 3 rencontres organisées par la Vodacom Ligue 1 pour cette phase aller de la 27e édition, dimanche 10 octobre, le FC Lupopo a fait jeu égal face à Blessing au stade Dominique Dur, 1 but partout, et Don Bosco a arraché un nul d'1 but pour chaque équipe face à l'US Panda au stade Père Augustin de Kikula. L'AS Dauphin Noir de Goma a triomphé de l'US Tchinkunku par 2 buts contre 1 au stade de l'Unité. Sami Bosongo pour les détails. Week-end mouvementé en ces débuts de la phase allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1. Le stade de l'Unité de Goma a servi de cadre à la victoire de l'AS Dauphin Noir sur l'Union sportive Tchinkunku de Kananga dimanche 10 octobre. Score du match, 1 but à brosse, but marqué à la 33e minute par l'athlète Bola Boto. La solidité défensive de Dauphin Noir est pour beaucoup dans cette 2e victoire du club depuis les débuts de la phase allée. Le même dimanche au stade Père Augustin de Kikula, Don Bosco a avec peine arraché les nuls d'un but partout dans son duel avec l'Union sportive Panda. L'équipe haute a marqué par Jonathan Losolo et les Salésiens de Don Bosco ont réussi l'égalisation in extremis après le penalty converti par Fili Traoré. Au stade Dominique Dur à Kolwezi dans les Lualaba, le FC Lupopo n'a pu faire mieux qu'un nul d'un but partout aux prises avec Blessing FC. Dalko Kabangu a marqué à la 13e minute pour FC Lupopo et Sam Samwanga a égalisé pour Blessing FC à la 77e minute. Le samedi 9 octobre, le classico entre l'AS Vita Club et l'AS Maniema Union a tourné à l'avantage de Moscovite, vainqueur par 2 buts contre 1 au stade de Martyr de la Pentecôte à Kinshasa. Sur la même pelouse, l'AS Rangers a eu les dessus sur la JSK par 1 but à 0. Dans le classement provisoire, Don Bosco est première avec 11 unités plus 3 de goal average après 5 rencontres. Lupopo deuxième avec 7 unités plus 3 de goal average après 3 rencontres. Et l'AS Vita Club troisième avec 7 points plus 2 de différence de but au terme de 3 duels. Voilà, mesdames, messieurs, place à présent à la revue de presse. Bonjour. L'annonce de la construction d'une prison pour femmes à Kinshasa par la ministre de la Justice, telle est l'une des informations fournies ce lundi 11 octobre 2021 par 7 sur 7.cd. Ces médias en ligne renseignent sous ces titres que la ministre d'État en charge de la Justice, Rose Mutombo, a clôturé le samedi 9 octobre 2021 au centre de détention de Luzumu,
Dans le territoire de Kasangou, au Congo central, la formation de 50 agents du personnel pénitentiaire féminin et que Rose Mutombo a saisi cette opportunité pour annoncer la construction dans un avenir proche d'une prison pour femmes à Kinshasa. Desk Eco.com s'est intéressé à la première équipe des inspecteurs spécialistes en évaluation des bâtiments et infrastructures routières dont va se doter l'IGF. Dans les marchés des travaux, il y a beaucoup de cas de surfacturation et de corruption. Souvent, quand on intervient, on se limite aux aspects financiers. Nous n'avons pas assez de compétences pour les évaluations physiques des travaux. Estime-t-on à l'IGF pour justifier telle entreprise, révèle ce site. Dès janvier 2022, les interventions concerneront également des aspects autres que financiers et l'IGF recrute de nouveaux inspecteurs avec l'objectif d'arriver à 200 inspecteurs à l'horizon 2022. Il y a une année, il n'y avait que 60 inspecteurs. En 2020, 85 autres ont été recrutés. Actuellement, l'effectif est de 145 inspecteurs. Radio Okapi.net a communiqué sur l'initiative de la sénatrice Francine Muyumba qui, au sujet du remplacement des enseignants grévistes par de nouvelles unités, a adressé une question orale avec débat au ministre de l'EPST le samedi 9 octobre. La sénatrice Muyumba, écrit le site onusien, estime que le droit de grève est constitutionnel, que les grévistes ne peuvent en aucun cas être sanctionnés ni remplacés par de nouvelles unités et que pour elle, l'objectif de cette question orale est d'annuler la décision du ministre Tony Mwaba. Cette nouvelle de Radio Okapi.net termine la revue de presse de ce jour. Portez-vous bien chez vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse, mais si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous convie à suivre dès à présent le rappel des principaux titres de ce journal. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux Émirats Arabes Unis a rencontré le prince Mohamed Ben Zayed et le vice-commandant suprême des forces armées avec qui il a abordé les questions bilatérales entre la RDC et les Émirats. À l'Assemblée nationale ce lundi, la question du processus électoral en RDC a été au menu des échanges entre le président de cette chambre du Parlement, Christophe Mbosso, et les ambassadeurs des pays africains en RDC. Le secrétaire général académique de l'IEC, le professeur Ngindu Kalala, a démontré plusieurs points qui ne facilitent pas la bonne mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Tout est bien qui finit bien. Merci à vous d'avoir choisi BCTV pour vous informer. Portez-vous bien. Moi, je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.